thématique de cette conférence, vous l'aurez compris, c'est l'hésitation vaccinale. Et je vous présente les intervenants qui ont répondu à l'invitation de l'UNAMUR. Leila Belkir, bonsoir. Vous êtes infectiologue aux cliniques universitaires Saint-Luc. Martin Deseille, à vos côtés, vous êtes médecin. Pardon. Vous êtes médecin psychiatre et professeur à l'UNAMUR. Jean-Michel Dognier. Vous êtes le directeur du département de pharmacie de l'UNAMUR et expert au Comité mondial de sécurité vaccinale de l'OMS. Et puis, Dominique Henrion est avec nous. Vous êtes médecin généraliste et vous êtes devenu médecin référent Covid pour la province de Namur. Vous avez géré les centres de testing et puis les centres de vaccination. Alors, cette campagne de vaccination qui s'inscrit dans la gestion de cette crise sanitaire inédite, on le sait, elle suscite beaucoup de questionnements. Certains sont convaincus, d'autres hésitent, d'autres encore s'y opposent formellement. L'hésitation vaccinale vient de faire l'objet d'une enquête qui est encore en cours. Docteur Henrion, on peut peut-être commenter les premières tendances qui s'en dégagent. On aura les résultats complets à la fin du mois d'août, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Donc, on a profité de l'ouverture du centre de vaccination à Namur Expo pour pouvoir un peu étudier quelle était la démarche intellectuelle, le cheminement des patients dans leur choix pour la vaccination. Alors, on a pris le postulat, puisque en pleine période de Covid, c'est évidemment difficile d'aller échantillonner les gens, donc d'aller les interviewer chez eux dans la rue. Et donc, on a pris le postulat suivant, c'est-à-dire que dans une population, on a environ, là aujourd'hui, 3800 répondants. Tu peux avancer, Annie, s'il te plaît. On a 3 types de patients. On a bien sûr des gens qui sont a priori tout à fait opposés à la vaccination. On a des patients qui étaient favorables et qui ont été se faire vacciner à Namur Expo. Alors, on a des patients hésitants et qui resteront hésitants. Mais nous, notre intérêt, c'était de pouvoir suivre les patients hésitants qui ont cheminé et qui ont pu choisir, vas-y Annie, la vaccination. Et donc, on a étudié cette population. Alors, on pourrait imaginer plus tard, et c'est ça l'important évidemment, c'est que des patients non encore vaccinés à l'heure actuelle pourraient devenir hésitants et fassent quand même le choix de la vaccination. Alors, la vaccination, rappelons-le, n'est pas évidemment la solution absolue à la sortie de cette crise tellement importante, mais elle est quand même une arme vraiment importante. Alors, la dia suivante. Alors, donc, voilà, en 2 mots, donc, c'est une étude simplement observationnelle. Donc, on n'a pas interrogé les gens plusieurs fois, on ne les a pas suivis. Alors, c'est une étude en médecine générale, je pense que c'est important pour aussi voir un petit peu quels sont les canaux de communication avec le médecin généraliste. Et ça a été financé grâce à une collecte de fonds qui avait été faite par l'UNAMUR lors de la première vague. Et donc, on a étudié quel est le patient hésitant, quel type de relation peut-il entretenir avec son médecin généraliste, quelles sont les sources d'informations auxquelles il se réfère. Voilà. Et les premiers résultats, puisque la collecte de données est évidemment en cours pour le moment, mais on a déjà quelques petites tendances. Alors, la dia suivante. Alors, très rapidement, donc, vous allez voir, donc, le médecin généraliste, évidemment, est un vecteur très important d'information et 85% des répondants annoncent avoir un médecin généraliste et 96% qualifient leur relation d'excessivement bonne avec leur médecin. Et vous allez le voir également, c'est la personne qui est la plus crédible pour diffuser de l'information et pour permettre aux patients d'influencer son choix. Petite chose, soit dit en passant, les personnes hésitantes sont plus souvent des femmes en fait. Donc les femmes se posent plus de questions que les hommes. C'est peut-être plus sain d'ailleurs. Voilà. On peut passer. Alors, tu sais revenir juste une arrière, ça met un peu vite. Voilà. Donc, on demande quelles étaient les sources d'informations pour prendre une décision.
bon, 2-3 petites choses sur lesquelles il faut insister. Je ne vais pas tout passer en revue. Mais donc, vous voyez qu'en premier lieu, la source d'information est le médecin généraliste. En deuxième lieu, le cercle familial et les amis. Et puis, de manière assez intéressante, les leaders d'opinion, Leïla, sont des gens qui sont crédités d'une très bonne confiance et d'une information très influente, ainsi que la presse écrite. Et si on passe la dia suivante, on va voir que qu'en fonction du temps, la confiance, en tout cas dans la presse écrite par exemple, se maintient. Même chose dans les leaders d'opinion, c'est le petit carré orange. Et peut-être que les gens vont moins se tourner vers le médecin généraliste le temps passant. Par contre, l'entourage reste quand même une source d'influence importante. Alors ça, c'était les sources d'information. Et sur la dia suivante... Alors ça, c'est toujours ceci. Donc là, c'est... non, tu veux bien revenir juste en arrière? Donc toujours les sources d'information qui ont influencé, mais en fonction des tranches d'âge. Et de manière un petit peu étonnante, je dois bien l'avouer, le médecin généraliste reste, même chez les jeunes, une personne importante pour donner de l'information. Les amis et le cercle familial est peut-être plus important pour les plus jeunes, alors que les experts médicaux et la presse écrite touchent la tranche préférentielle des 50-60 ans. Et il y avait une question qui était un peu particulière, mais c'était tout au bout là-bas à votre droite. Je n'ai pas été influencé, et donc les 40-50 ans sont des gens qui s'estiment très indépendants et peu influençables. Et chose également un peu surprenante, en tout cas dans notre enquête, les réseaux sociaux qui sont toujours mis en avant, et c'est un peu les grands méchants et les influenceurs qui, en tout cas, tuent un petit peu la campagne de vaccination, ne semblent pas être si influençants que cela, dans notre enquête en tout cas. Alors la dia suivante. Alors c'est un peu compliqué, mais je vais passer en revue. J'ai pas eu le temps de vous simplifier le graphique, mais donc on demandait quels sont les éléments qui vous font hésiter, et on leur pose toute une série de questions. Et la première chose, évidemment, ça on ne saura jamais rien faire contre ça, c'est la peur de la nouveauté et le manque de recul. Ça c'est important, donc de nouveau les mises en garde sur les réseaux sociaux, les mises en garde retrouvées sur internet, eh bien vous voyez que en vert, donc ce n'est pas très important, et donc de nouveau ça rejoint la question précédente. Les peurs des effets secondaires évidemment sont citées de manière très régulière, et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était néanmoins que les gens ont une grande méfiance par rapport à l'industrie pharmaceutique, qui est toujours pointé du doigt. Donc ça, c'était les facteurs d'hésitation après les canaux de communication. On peut passer. Alors ensuite, quand on s'est renseigné, quand on a été influencé, on va quand même se motiver pour se faire vacciner, puisque je vous rappelle, ce sont tous des gens qui ont fait le choix de la vaccination, qu'on a recueillis à Namur Expo. Eh bien, on a toute une série de questions qu'on pourrait regrouper en motivation égoïste, motivation altruiste, et puis un petit peu des motivations sociétales, c'est-à-dire je fais le choix de la vaccination parce que simplement tout le monde le fait et je suis le mouvement. Et sans trop de surprise, on voit que ça se répartit. Donc les gens veulent évidemment être protégés de la maladie, ils veulent protéger leurs proches, ils veulent participer à l'immunité collective de manière assez importante. Ils souffrent évidemment du poids des restrictions des libertés. C'est évidemment en santé mentale quelque chose qui est prépondérant. Et je veux refaire des voyages, c'est évidemment aussi retrouvé très fréquemment, mais pourquoi pas. Par contre, faire le mouton n'est pas spécialement une motivation qui est recueillie très souvent. Donc les gens réfléchissent vraiment pourquoi ils se font vacciner. Alors la dia suivante. La même question, mais en fonction des tranches d'âge.
Alors, moi, je voulais insister peut-être sur les jeunes qui, c'est le sujet évidemment un petit peu du jour, puisque les jeunes peuvent se faire vacciner à partir de lundi, en tout cas les 12-15 ans. Et vous voyez que, alors on n'en a pas encore des 12-15 ans dans notre étude, mais les plus jeunes en tout cas, ils étaient très intéressés de participer à l'immunité collective. C'est la petite ligne verte là-bas. Et ils veulent protéger leurs proches. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est intéressant et il faut encourager ces jeunes qui ne risquent rien, ou en tout cas pas grand-chose avec le Covid. Ils ont une haute conscience de la protection de leur entourage et ils savent qu'ils peuvent être vecteurs de la maladie. Et on voit qu'avec l'âge, par exemple, le poids des restrictions diminue un petit peu. Probablement que les moins de 60 ans sont moins avides de sortir que les jeunes. Voilà, on peut suivre. Alors, on en arrive au rôle du médecin généraliste, puisque, pour rappel, je suis médecin généraliste, c'est mon métier de base. Et donc, on a distingué ici, j'ai distingué deux types de populations. Une population qui était a priori plutôt hésitant par rapport à la vaccination et d'autres qui étaient excessivement favorables. Et vous voyez que les gens qui étaient hésitants vont accorder encore plus d'importance au rôle du médecin généraliste, ce qui explique probablement pourquoi c'est le canal de prédilection pour ces gens-là. Le slide suivant. Alors, c'est peut-être pour moi la surprise la plus importante. On leur demandait quels étaient les arguments. Donc on a étudié, mais évidemment on n'a pas encore dépouillé toute l'enquête, mais on leur a entre autres demandé quels étaient les arguments que les médecins généralistes avaient avancés pour les convaincre. Alors bien sûr, il y a des arguments un peu bateaux au final qui sont consensuels, l'immunité collective évidemment, la protection de l'entourage, l'immunité individuelle, le rapport bénéfice-risque, on en a déjà parlé, et en plus foncé, vous voyez que les hésitants sont moins sensibles que les gens qui étaient favorables d'emblée à ces arguments-là qui sont des arguments consensuels. Par contre, si le médecin apporte des anecdotes, des faits personnels, écoute Raymond, moi j'ai vacciné mes enfants, moi j'ai été vacciné, eh bien ça touche beaucoup plus les patients qui sont hésitants. Et donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir dire aux médecins généralistes ou aux futurs étudiants par exemple, de ne pas hésiter à se mouiller, à mouiller le maillot et de teinter la réflexion professionnelle, la consultation de médecine générale avec ses faits personnels. Même chose, l'utilisation de chiffres, de graphiques, de dessins. Probablement que tout ça témoigne que personnaliser la relation médecin-patient permet de convaincre plus de gens. Voilà, on peut suivre. Et on a également, et c'est dans la même veine, demandé un petit peu quel type de communication le médecin généraliste a utilisé. Alors, premier type, écoute, tu te fais vacciner, on ne discute pas. Boum, on voit que c'est très peu utilisé, on voit que ça ne change pas grand-chose. Par contre, le médecin vous a conseillé de vous faire vacciner, on a un peu discuté, mais il a dit, pour toi, il faut te faire vacciner. Et, troisième possibilité, le médecin a écouté les questions, il a exposé les différentes propositions, il n'a pas éludé les effets secondaires, ou les inquiétudes, et on voit que ce type de communication sur des gens qui étaient initialement opposés est beaucoup plus crédible et a amené une vaccination. Et donc, dans la relation particulière du médecin généraliste avec son patient, prendre le temps, et il y a une question, mais on n'a pas encore dépouillé sur justement la durée optimale éventuellement de la consultation, mais prendre le temps pour ne pas éluder les difficultés, pour répondre en toute franchise et d'apporter des informations complémentaires aux inquiétudes du patient, c'est ce qui fonctionne le mieux. Voilà, on peut suivre. Alors, c'était les chiffres d'il y a 2 jours
Pour un peu situer le débat, donc vous voyez qu'en province de Namur, nous avons, c'est le graphique, la barre du haut, les plus de 18 ans, donc la population des plus de 18 ans, 53% ont été doublement vaccinés. La population de plus de 18 ans qui a reçu une dose est représentée en rouge, et le petit bâtonnet grisé, c'est l'addition des partiellement, complètement vaccinés, plus les gens qui ont pris rendez-vous pour la vaccination. Et donc, la campagne de vaccination en Belgique et en Wallonie et à Namur en particulier est une réussite, puisque nous avons à terme déjà, et les chiffres d'aujourd'hui, d'il y a une heure, on est à 80,1% des plus de 18 ans qui seront vaccinés à terme. Et je voulais aller tout en bas du graphique pour insister sur ceci. Ah pardon, tu veux bien revenir en arrière, Annie ? La catégorie des 16-17 ans, donc des jeunes, on a 50% de cette catégorie qui seront vaccinés dès à présent, donc très rapidement. Moi, je pense que vraiment ces jeunes qui ont été stigmatisés, isolés, sont vraiment en demande d'une vaccination. Et tu peux en parler, Sophie, tout à l'heure, mais quand on voit les réactions parfois très virulentes sur certains réseaux sociaux par rapport aux jeunes qui sont vaccinés, moi, je pense que ce sont des gens qui sont en demande. En conclusion, on avait donc des gens qui étaient hésitants, et il n'en reste. On a donc 20% des gens qui ne sont pas vaccinés. Alors, de plus de 18 ans, alors il y a probablement là-dedans quelques pourcents de gens qui sont tout à fait opposés. Je ne pense pas que c'est la majorité, en tout cas c'est mon avis. Je pense qu'il y a quelques pourcents qui sont des gens excessivement précarisés et qui n'ont pas accès à la vaccination, même si à Namur et dans d'autres villes, il y a eu un gros travail des services sociaux et on a su quand même toucher beaucoup de gens. Et puis il reste pour partie des patients hésitants. Tu peux lancer la petite animation, Annie, mais donc ces gens qui restent hésitants, eh bien, il faut aller les chercher. Là, c'est vraiment le job, là, maintenant, pour arriver à leur proposer une vaccination et de les protéger. Voilà, ça, c'était notre petite enquête. Merci beaucoup. Des résultats en primeur, puisqu'ils seront présentés la semaine prochaine, avant, bien sûr, les conclusions totales qui seront présentées au mois d'août. Leila Belkir, est-ce que ces tendances, vous les observez sur le terrain ? Mais donc, voilà. Ça fonctionne. Alors en termes de pourcentage, ça je ne sais pas. Maintenant, c'est vrai qu'on voit parmi les patients, la grande majorité des patients en tout cas que je vois en consultation, il y a peut-être un biais de sélection aussi, sont vaccinés ou en tout cas en attente d'être vaccinés. Et puis effectivement, il y a quelques patients, pas beaucoup, mais qui sont très hésitants ou qui ne veulent pas. Et souvent, c'est en lien avec des craintes, et le plus souvent, c'est des peurs un peu irrationnelles. Je suis un peu surprise par rapport aux réseaux sociaux, parce que souvent, en tout cas, ce que les patients rapportent, c'est qu'ils ont lu qu'eux, ils ont entendu qu'eux. Et les antivax s'y expriment massivement aussi. Oui, et je pense qu'il y a peut-être parmi les amis ou la famille des gens qui rapportent aussi des choses qui sont lues sur les réseaux sociaux. Donc, moi, mon avis était plutôt que les réseaux sociaux alimentaient quand même beaucoup de fausses idées, parfois de choses tout à fait incorrectes ou inventées, mais qu'il y a un peu cet effet de répétition, et alors qui se dit parfois au sein d'amis, de groupes d'amis, de familles. Et c'est là le rôle, lui, du médecin, que ce soit le médecin généraliste ou le médecin spécialiste qui suit les patients, de pouvoir un peu décortiquer tout ça et pouvoir apporter les réponses quand on les a, parce qu'il y a parfois des choses pour lesquelles on n'a pas de réponse, mais ça, il faut pouvoir le dire aussi. Pas si... Allez-y. Oui, sauf erreur de ma part, l'enquête est faite uniquement chez ceux qui sont vaccinés. Donc ça répond certainement aux commentaires de Leila, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner par définition et qui ne sont pas venus dans les centres. Oui, mais donc ici, tous ceux qui étaient hésitants et qui ne sont pas venus, c'est ceux-là certainement que vous ne capturez pas par les réseaux sociaux, donc ça répond certainement aux commentaires. Il y a un biais de sélection, puisque dans les 80%, c'est l'échantillon qu'on a étudié. Les 20%, nous, on ne les a pas captés. Oui, c'est ceux-là, effectivement, à mon avis, qui sont certainement influencés ou qui influencent dans les réseaux sociaux pour ne pas se faire vacciner. Donc ça explique aussi qu'il y a un déséquilibre entre des informations qu'on a venant des antivax ou des réseaux sociaux et qu'on ne capture pas ici principalement.
Alors, notre enquête a été diffusée aussi par d'autres biais, les réseaux sociaux. On a eu une grosse attaque d'anti-vax sur une page Facebook qu'on alimente et on a essayé justement de les capter pour qu'ils répondent à notre enquête. On a diffusé ça dans les centres de testing. On a diffusé ça dans les cabinets de médecine générale. Donc, on a un petit groupe, mais qui n'est pas très représentatif actuellement, donc c'est pour ça que j'en parle pas. Mais même dans ces gens qui sont probablement catégoriés anti-vax, les réseaux sociaux sont effectivement plus importants, mais ce n'est pas encore la chose la plus intéressante. Et j'en profite de parler de ce petit groupe, donc à prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'il n'est pas très important, ils sont difficiles à capter ces gens. Mais quand on les interroge, ils déclarent avoir des motivations, si jamais ils se faisaient vacciner, néanmoins altruistes. Donc ce ne sont pas des gens anarchistes spécialement ou égoïstes, ce sont des gens qui ont une profonde conviction que la vaccination est mauvaise. Point. Donc ce ne sont pas spécialement des gens qu'il faut mettre au pilori de la société. Alors c'est difficile parce qu'ils sont parfois très virulents, mais il faut peut-être arriver difficilement à démonter le discours. Martin Desailly, ces peurs, ces doutes, cette méconnaissance aussi, parfois, tout ça c'est légitime. Il faut toujours continuer à expliquer le principe même aussi de la vaccination, communiquer, tenir un discours rassurant également. Alors je pense que c'est en effet la base, c'est de toujours pouvoir communiquer et de manière singulière dans un entretien où le médecin généraliste ou le professionnel de santé, que ce soit le pharmacien, le soignant qui va être rencontré, la personne en qui on a confiance va pouvoir écouter et accompagner une décision. Et on voit ici que ce n'est pas juste d'hésiter ou de se faire vacciner ou pas, mais c'est vraiment un accompagnement d'un processus de décision. Et il y a énormément, naturellement, de décisions qu'on doit prendre dans sa vie. Et ici, c'est une décision importante avec de nombreux facteurs. Il faut bien sûr communiquer. Alors, cette peur et cette crainte est particulièrement importante. Et particulièrement importante aussi est la vaccination, qui est... Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord que ce n'est pas la solution absolue, parce que je pense que c'est vraiment la solution massive à la sortie de la pandémie, et pour lequel on doit parfois faire des accompagnements en santé mentale qui sont extrêmement soutenus pour des gens qui n'ont pas la capacité de pouvoir décider. Justement, ça c'est aussi des situations particulières. Or, on sait, il y a toute une série d'études qui nous ont montré que en santé mentale, les personnes qui souffraient de troubles de santé mentale sévères, c'est-à-dire avec de la psychose dedans, étaient plus à risque d'attraper le Covid et puis de mourir du Covid. Et puis on sait aussi que le Covid en lui-même, chez les personnes qui n'ont pas de troubles de santé mentale, ni légers ni sévères, va provoquer plus que d'autres maladies, comme une pierre au rein, comme une opération, plus de troubles psychologiques, plus de troubles psychiques, quels qu'ils soient, que ce soit de la dépression, de l'anxiété, des troubles post-traumatiques. Et donc il y a vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et là où il faut pouvoir avoir un discours suffisamment nuancé pour pouvoir montrer que il y a un intérêt vraiment important à pouvoir se faire vacciner et que la peur ne se situe pas forcément au bon endroit et que dans ces processus de décision, on voit que ce n'est pas juste du top-down et puis de convaincre, mais qu'il faut vraiment un accompagnement de la société avec de nombreuses facettes, de nombreux experts pour pouvoir arriver à des décisions. Voilà, Jean-Michel Denier, vous êtes pragmatique aussi, vous avec ce rapport bénéfices et risques. Oui, donc ce qui est intéressant ici, c'est que l'hésitation vaccinale n'est pas vraiment basée sur des vaccins qui sont relativement peu actifs. Ce qui peut arriver, on a des vaccins qui sont nettement moins actifs, par exemple, le vaccin contre la grippe est généralement nettement moins actif. Les bonnes années, c'est 60% d'efficacité. Mais 60% d'efficacité permet quand même de prévenir chez 60% des gens, de réduire le risque chez 60% des gens, notamment les personnes les plus âgées également, des hospitalisations, voire des décès. Ici, on a eu la chance, ce qui était quelque part un peu inattendu, et on en parlait justement avec le docteur Leila Belkir, d'avoir des vaccins qui étaient très efficaces au départ. Et la crainte principale a été, et ça évolue avec le temps, d'avoir des vaccins qui étaient nettement moins étudiés, alors qu'en fait, ils ont été, en termes de nombre d'individus, ils ont été plus étudiés que la plupart des vaccins qu'on a actuellement sur le marché. Et ils ont donné un bénéfice très intéressant. Et ce que ne démontre pas l'enquête ici, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au mois de décembre, au mois de janvier, personne ne voulait de vaccin ARN. Puis au mois de février, au mois de mars, tout le monde voulait un vaccin ARN, plus personne ne voulait de vaccin adénovirus.
Et donc il y a une mouvance aussi qui a amené chez bien évidemment toute une série de personnes qui n'ont pas pu être vaccinées au départ, parce qu'on vaccinait d'abord les maisons de repos de soins, et une quantité d'informations qui était très difficile à gérer. Ça, je crois que c'est important de nuancer également que la plupart des personnes, quand on parlait d'informer correctement, que ce soit même les médecins, pharmaciens et autres, avaient un nombre d'informations qu'il était difficile d'intégrer, et qu'aujourd'hui, en ayant vacciné plus d'1 milliard de personnes, on a des informations qu'on n'a jamais eues avec la plupart des vaccins et qui permettent de donner des messages relativement précis sur l'efficacité des vaccins, leur sécurité. Et le fait qu'on diminue effectivement dans les groupes d'âge, c'est d'ailleurs relativement rassurant, puisqu'on n'a pas vacciné les 12-15 ans en priorité. Mais il est normal de continuer, comme le docteur Dessay l'a dit, de se poser énormément de questions. Et il est normal d'aller trouver les réponses vers les professionnels de la santé, d'autant plus maintenant qui, eux aussi, ont leur tour. Mais en termes de balance bénéfice-risque, je sais qu'on a souvent employé ce terme-là, ce n'était pas vraiment le problème avec ces vaccins. Et ça, je crois que c'est important de le rappeler, que les bénéfices de cette vaccination, il n'y a pas un jour où on ne le démontre pas. Aux États-Unis, au mois de juin, sur la totalité des décédés du Covid, il y en a 99,2% qui n'étaient pas vaccinés. Seuls 0,8% des décès de tout le mois de juin de Covid étaient des personnes qui étaient vaccinées. Donc, plus les chiffres avancent, plus on a des données d'efficacité des vaccins, y compris contre les variants. Et ça, je crois que c'est important de le rappeler. Donc ça, c'est quelque chose qui facilite l'utilisation des vaccins, certainement, dans le message en termes d'hésitation vaccinale. Alors, à la lecture de ces données, de ces informations, je vais me tourner vers vous, vers la salle. Avez-vous des questions à poser à nos experts? Ils sont là, profitez-en. Alors, oui, je ne veux pas que le message doit être très clair. Donc la vaccination est l'arme massive, évidemment, de la lutte contre le Covid, mais ce n'est pas la seule. Je pense que ce qu'on va vivre ici pendant le mois de juillet et d'août, c'est mon avis. C'est évidemment une petite recrudescence liée à la perte des gestes barrières. Quand je vois les images dans les stades de foot, j'adore le foot, mais je pense que c'est pas un bon message qu'on fait passer. Donc le Covid est toujours là, la transmissibilité du virus diminue évidemment chez les gens vaccinés, mais ne disparaît pas complètement. Il y a des gens non vaccinés, il y a des gens qui sont partiellement vaccinés, et donc je pense qu'il faut rester encore très attentif. Et donc oui, bien sûr que la vaccination est hyper importante, mais en même temps, il faut continuer à faire un peu plus attention qu'on ne le fait pour l'instant, c'est mon avis. Je vais répondre partiellement et je n'ai pas la réponse tout à fait ni complète ni parfaite. Ici, 80% c'est Namur. C'est pas du tout le cas si on regarde dans toute la Belgique et dans le reste du monde aussi. Il faut se rappeler que c'est une pandémie et que donc on ne peut pas fonctionner comme ça par silo. Alors clairement, la vaccination est un outil majeur, mais tant qu'il y aura des personnes non vaccinées, tant qu'il y aura encore des endroits comme ça où le virus va beaucoup circuler, il faudra quand même continuer à faire attention. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que ça ne sera jamais, en tout cas dans les mois qui viennent, un interrupteur on-off, mais qu'on va y aller progressivement. Il y a quand même déjà des allègements qui sont faits depuis maintenant quelques semaines. Mais je crois qu'il va falloir un peu de finesse maintenant dans les semaines qui viennent et savoir, là on est dans une pièce, il y a peut-être il n'y a pas beaucoup de fenêtres ouvertes, ceci dit, il y a une porte ouverte, donc je crois que ça a tout son sens de quand même garder son masque, parce que on ne sait pas qui est vacciné, qui ne l'est pas. Mais il y a quand même des choses que l'on peut faire maintenant qu'on ne pouvait pas faire il y a 6 mois d'ici. Et on peut se voir à plusieurs, organiser des soupers à plusieurs entre personnes vaccinées en étant a priori rassurées. Mais ça reste des vaccins qui n'ont pas non plus 100% d'efficacité, même s'ils ont une grande efficacité. Il y a aussi les variants qui maintenant se rajoutent à l'équation. Donc, je crois qu'au fur et à mesure du temps, en tout cas je l'espère, il va y avoir des allègements, mais on ne peut pas, en effet, quand on voit parfois certaines images dans les stades, et d'ailleurs on a vu qu'il y a eu des clusters qui se sont déclenchés après, je crois qu'il va quand même falloir rester prudent, et peut-être qu'on va moduler, peut-être que en hiver, même si on arrive à un taux de vaccination très important, là je
Enfin, je ne veux pas dire que je fabule, mais peut-être qu'on devra venir avec, voilà, moi je suis malade, j'ai le nez qui coule, je tousse, je vais d'office porter un masque pour pouvoir protéger les autres, le temps au moins que je me fasse tester. Parce les gestes barrières ont aussi apporté un phénomène quand même positif, c'est qu'on a vu moins d'autres maladies transmissibles. Par exemple, nous, à l'hôpital, on n'a quasi pas eu du tout d'épidémie de diarrhée à norovirus comme on a parfois. On n'a pas eu de grippe cette année, en tout cas à Saint-Luc, et je n'ai pas été revoir les statistiques nationales, mais il y en a eu très peu. Donc, les gestes barrières qu'on a mis en place maintenant ont eu aussi d'autres impacts positifs, en termes aussi de certaines maladies infantiles aussi. Alors, je plaide pas du tout pour garder les masques ad vitam et tout le temps, loin de là, mais peut-être qu'on va apprendre aussi à utiliser ces gestes barrières un petit peu mieux et un petit peu peut-être plus intelligemment que ce qu'on faisait il y a 2-3 ans. Ce sera peut-être un aspect positif. Il y en a eu très peu, mais il y aura peut-être cet aspect positif-là de la pandémie. Voilà. Martin Desailly, vous complétez par rapport à ce retour à la vie normale ? Alors, ce retour à la normale, il est souhaité. Alors, la question, c'est peut-être aussi l'illusion qu'on a de se dire que dans des moments de crise, on va vouloir tout changer, avoir un monde meilleur, prendre des décisions, etc. Alors, c'est vrai que c'est extrêmement bien étudié dans la littérature en psychologie, cette illusion de la décision, du changement qui est prise, et de cette résolution à la nouvelle année qui n'est pas tenue quelques semaines après. Donc, on a tendance à avoir de bonnes résolutions à un moment donné, dans des moments comme ceci, beaucoup de créativité quand ce moment dure, et l'exemple de cette marche pour la santé mentale et le bien-être en est un exemple très positif, mais un retour à la normale, alors à la fois on peut l'espérer, mais ce ne sera pas la normale puisque ça aurait été changé d'une certaine manière, et on va devoir aussi essayer de maintenir quelque part le sens que tout cela a, avec beaucoup de difficultés au vu de comment fonctionne l'humain de manière générale, à vouloir oublier et aller au plus facile, au moins coûteux en énergie psychique, pour le dire simplement, dans les résolutions, avec des habitudes qui reviennent relativement vite. Et on voit bien qu'à des moments d'allègement, il y a des flopées de comportements d'avant qui ne sont pas forcément bien réfléchis par rapport à ce qui vient d'être traversé, qui reviennent. Donc voilà, le retour à la normale pose aussi beaucoup de questions en termes de comportement et d'habitudes et puis de résolution. Voilà. Jean-Michel Daugnier, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je veux revenir sur le chiffre des 70 ou 80%. Historiquement, et ça c'est important, c'est en novembre que lorsque les premières réunions ont eu lieu au niveau politique avec des vaccinologues, des immunologues, on a parlé de 70% de couverture vaccinale pour avoir une immunité collective. En fait, c'est un chiffre qui était déjà particulièrement théorique parce que c'était basé sur le virus de l'époque, sur des efficacités de vaccins qu'on n'avait pas. Et il y a deux choses qui évoluent avec le temps. C'est d'une part des variants qui sont plus contagieux et deuxièmement l'efficacité des vaccins qui n'est pas de 100%. Et troisièmement, et c'est ce qui est un peu à l'heure maintenant et c'est ce que je regrette et qui va dans l'analyse du docteur Henrion, c'est que quand il parle de 80%, c'est d'une dose. L'efficacité, c'est maintenant clairement démontré, y compris sur les variants, c'est 2 doses et de préférence 1 ou 2 semaines après 2 doses. Et là, on est à 50%. Et beaucoup qui ont retenu les 70-80% se disent on y est, c'est fait, c'est gagné, maintenant on peut tout libérer. Et ça, je crois que c'est une erreur. Et même une immunité collective, en tant que telle, n'existe pas réellement, puisque, d'une part, on n'a pas su vacciner tout le monde en même temps. Et donc, avec le temps, on ne connaît pas l'efficacité des vaccins dans le temps, y compris sur des variants. Donc, on peut perdre aussi une partie de l'efficacité du vaccin. Et donc, même si, imaginons vraiment une théorie qu'on vaccine 100% des personnes, il se peut qu'avec le temps, les premières qui ont été vaccinées au mois de janvier perdent une certaine efficacité du vaccin avec des nouveaux variants. Et donc, prendre ces chiffres-là et les comptabiliser aujourd'hui dans des pourcentages de vaccinés pour lesquels c'est toujours efficace, on ne le sait pas. Donc, derrière les chiffres, il y a certainement vraiment l'intérêt de maintenir des gestes barrières à titre individuel pour une vaccination complète. Et on aura effectivement des données qui vont venir avec des nouveaux variants. On a annoncé ici la réflexion sur une 3e dose.
Et donc, il faudra vivre ainsi, comme on le fait chaque année avec la grippe, avec le vaccin contre la grippe, avec des informations nouvelles. Donc, il ne faut vraiment pas s'arrêter à un chiffre de 70-80 qui a été mentionné au mois de novembre-décembre, alors qu'on ne connaissait pas grand-chose sur l'efficacité des vaccins, sur les variants, sur la durée de la vaccination. Mais pour être tout à fait objectif, c'était une façon de mettre la pression sur tout le monde, tant les pays pour faciliter la vaccination, la mise en place de la vaccination. Mais aujourd'hui, on est dans un cycle tout à fait différent d'efficacité du vaccin dans le temps, de variants qui apparaissent et de perte d'efficacité du vaccin par rapport à ces variants et dans le temps, mais qui est aujourd'hui ce qu'on fait quand on développe tous les vaccins. Personne ne savait, quand on a vacciné les premières fois contre l'hépatite B, si on allait revacciner après 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans, 10 ans. Tétanos, même chose. Et donc c'est la logique même de la vaccination, de ne pas penser qu'on a un vaccin efficace à vie, 80-90% chez les mêmes personnes dans le temps. Vous parlez de la 3e dose. Est-ce qu'on a déjà des certitudes, des éléments ? La seule certitude, c'est qu'on a acheté de quoi faire une 3e et une 4e dose dans les 2 ans à venir de vaccin Pfizer pour la population belge. Alors c'est important parce que d'un point de vue politique, c'est toujours un challenge. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent la pandémie de 2009 de grippe H1N1. Tout le monde a reproché aux politiques d'avoir acheté des doses de vaccins parce que tout compte fait, la grippe n'était pas si grave. On avait acheté l'équivalent à l'époque de 18 millions de doses de vaccins. On a reproché de l'avoir fait. Et donc ici, avant d'avoir une 3e et une 4e dose, il fallait effectivement être certain qu'on ait un vaccin. Il est possible d'ailleurs que ce ne sera pas le même vaccin. Ils ont été achetés une 3e et une 4e dose. Donc 23 millions de doses de vaccins ont été achetées pour les 2 ans à venir du vaccin ARN messager Pfizer. Est-ce qu'il en faudra une ou est-ce qu'il n'en faudra pas une? Et là, on a des tensions entre guillemets entre des données scientifiques qui montrent l'intérêt d'une 3e dose. Là, je laisserai Dr Belkir en parler, chez des patients, et c'est déjà le cas notamment dans d'autres pays, chez les patients immunodéprimés, les patients greffés, les patients cancéreux, éventuellement certains aussi types de patients un peu plus particuliers. Donc là, c'est des données qu'on a de façon intéressante. Par contre, il y a une certaine tension entre l'industrie pharmaceutique qui pousse pour une 3e dose, et ça, il faut le dire clairement. Si on prend Pfizer, ils ont annoncé on va avoir des données pour une 3e dose, et 4 heures après, tant la FDA que le CDC, donc qui sont les régulateurs, ont dit pas d'accord, tant que maintenant, les données pour les 2 doses qui vous ont été administrées du même vaccin montrent une efficacité qui est maintenue dans le temps. Et donc, il était important d'avoir acheté ces vaccins, mais il est possible que chez vous ou chez la plupart d'entre vous qui n'ayez pas tant que maintenant un risque particulier, que cette 3e dose ne soit pas nécessaire avant quelques mois. Si elle est nécessaire, il faudra que le régulateur, donc l'Agence européenne, en l'occurrence en Europe, fournissent des données claires pour l'ensemble de la population, ce qui n'est pas le cas peut-être des populations particulières. Et là, peut-être que je vous en prie, oui, vous pouvez compléter. Oui, des populations particulières, donc c'est les personnes, ça a été donc démontré, les personnes greffées en particulier, ou qui ont des traitements qui diminuent l'immunité. On le savait déjà pour les autres vaccins et ça se confirme avec ces vaccins-ci, mais malheureusement les vaccins sont moins efficaces et donc eux ont tout intérêt à avoir une 3e dose. Et sinon pour le reste, je rejoins ce qu'a dit ici mon collègue, c'est trop tôt je pense pour dire qu'il faudra d'office dans la population générale avoir une 3e dose. Peut-être que ce sera le cas, mais déjà essayons de vacciner le plus possible déjà les personnes avec le schéma actuellement classique, donc les 2 doses. Oui, alors, par public précarisé, il y a de nombreux publics précarisés. Mon sentiment tout à fait personnel de médecin sur le terrain, c'est 2 choses. 1, il va falloir multiplier les canaux par lesquels la vaccination va être possible, je pense. Par exemple, le médecin généraliste. Moi, je regrette, à titre tout à fait personnel, ce qui m'a valu pas mal de soucis politiques, qu'il n'y ait aucun médecin généraliste dans les task force qui ont pris des décisions. Et je pense qu'il faut reconnaître que la campagne de vaccination est un succès. Ça a très bien fonctionné. Alors, ce n'est pas spécialement grâce au centre de vaccination ni grâce aux politiques, c'est surtout grâce à la population, je pense. Mais je pense quand même qu'il va falloir, à un moment donné, permettre, et comme l'étude le démontrait, mais comme on a beaucoup de données sur le sujet,
Et notre étude va dans ce sens-là. Il y a une question où on demandait aux gens si le fait que le médecin généraliste ne vaccine pas est un frein, et beaucoup de répondants répondent oui. Et donc là, je pense que si on peut vacciner en médecine générale, ce sera bien, en sachant que les vaccins, c'était compliqué, la conservation à moins 80 degrés, la date de péremption, la validité, etc. Même si on a des assouplissements, mais on peut trouver des solutions créatives à ce niveau-là. Et le deuxième canal, c'est de trouver toute une série de choses. Oui, passer avec des bus, oui, aller faire du porte-à-porte, de rue en rue, probablement que ce sera une des choses. Moi, je voulais rebondir sur les soignants. Scienziano a publié cette semaine, je les ai préparés ici, les chiffres de la vaccination dans les professionnels. Donc on a 73,5% du personnel en Belgique qui est vacciné, en sachant que dans la base de données belge, ce sont des gens qui ne sont pas répertoriés comme travaillant dans la santé, mais bien qui ont eu un diplôme pour travailler dans la santé. Donc un peu particulier. Donc on a des diététiciennes, par exemple, qui ne travaillent plus du tout comme diététiciennes, mais qui ont été vaccinées prioritairement, avec des variables très importantes. Et le pire du pire, ce sont les aides-soignants bruxellois, où on n'atteint pas 50% de couverture vaccinale. C'est mon avis, c'est un scandale sans fin. Pour l'avoir vécu de près, et je peux vous dire que ça me touche encore très fort maintenant, quand les maisons de repos ont été fermées à la première vague, on n'avait pas de vaccin à l'époque, évidemment, mais c'était fermé hermétiquement. Donc ces personnes âgées ont été laissés seuls, isolés, sans voir leur famille. Ils ont juste vu comme seules personnes proches des soignants qui leur ont apporté le Covid. Ça a tué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je trouve ça effrayant. Et pour le vivre encore maintenant, et je pense à une maison de repos en particulier sur Namur, je continue à aller, et je sais que dans cette maison de repos, il y a moins de 50% du personnel qui est vacciné, alors qu'ils ont tué, parce qu'ils étaient le vecteur, 50% de la maison de repos. Donc c'est quand même hallucinant, quoi. Moi, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Donc moi, ça me met dans une rage folle. Alors après, je pense qu'il faut entendre ces gens, comprendre leurs craintes et apporter une information, comme j'expliquais, sans culpabiliser, même si je le fais maintenant, donc sans les culpabiliser, en leur apportant une information fiable, ce qu'on fait aujourd'hui, crédible, objective, qui puisse démonter leur construction qui est probablement un peu anormale. Ils se sont basés sur de mauvaises sources d'informations. Et vous savez, c'est très intéressant, mais les gens qui suivent toujours les mêmes sites internet, les mêmes réseaux sociaux, leur champ d'informations se rétrécit et ils ont toujours les mêmes informations qui retombent sur leur fil. Et donc c'est tout le temps le même message qui leur est asséné et ça les convainc de plus en plus. Donc ces gens, à un moment donné, il faut faire de la pédagogie. C'est comme pour les enfants, il faut leur apprendre à recouper leurs sources et à s'informer. Donc là, je pense qu'il y a un travail vraiment très important en prévision de l'hiver qui arrive, d'arriver à mieux vacciner le personnel soignant. Si je peux me permettre, il y a un point qui est absolument essentiel. Il y a des décisions qui sont laissées personnellement ou choisies ou pas de se faire vacciner. Et puis, il peut y avoir des décisions de santé publique qui dépassent la volonté d'un individu propre dans une situation particulière dans la société qui est vecteur. Et ces décisions au niveau public peuvent se faire quand il y a une disponibilité de vaccination et quand il y a des décisions avec un certain recul qui peut être fait. Et j'imagine que ça va continuer à faire un certain débat et avec des décisions peut-être plus fortes envers certaines catégories de professionnels, justement pour avoir une couverture. Et je vais peut-être entendre mes collègues par rapport à ça. Ils ont le micro. Vous parlez de la vaccination obligatoire. C'est ça ? Que peut-on en dire ? Je pense qu'effectivement, je l'ai déjà dit aussi publiquement, moi je reste très interpellée parce que voilà, à Saint-Luc, on n'a pas atteint les 100% non plus de vaccination. Parfois c'est très étonnant parce que quand on discute avec certaines personnes, donc on a fait évidemment des séances d'information, beaucoup de séances d'information, on est allé sur place. On a eu aussi parfois, on faisait des genres de rendez-vous individuels, donc on ne peut pas dire, et je dis Saint-Luc, mais clairement, c'est dans tous les hôpitaux que je connais. Je crois
on s'est tous démenés pour amener une information et pas plus tard qu'il y a 3 ou 4 jours, je vois dans la Libre un article où on dit une kiné de Saint-Luc hésite encore à se faire vacciner parce qu'il y a des adjuvants dans les vaccins, alors qu'il n'y en a pas, alors qu'on l'a dit, répété. Et donc parfois c'est très interpellant et j'ai du mal en effet à comprendre quand on est soignant, quand on n'a jamais vécu une crise comme on l'a vécue. Moi, je m'estime pas être une vieille médecin. Ça fait 11 ans que je travaille à Saint-Luc, mais sur l'année qui vient de s'écouler, je n'ai jamais vu autant de décès en un an que sur les 11 ans. On a pleuré ensemble en équipe. Enfin, je veux dire, on a été traumatisés pour certaines situations. On a vécu des choses très difficiles avec les familles. Encore, moi, je ne suis pas aux soins intensifs, je suis dans une unité classique. Mais ça a été très compliqué, c'est encore compliqué. On a encore 2 unités dans l'hôpital qui sont fermées par manque de personnel parce qu'il y en a qui sont en burn-out, il y en a qui ont décidé de ne plus faire de l'hospitalisation. Et donc, quand on voit toutes les conséquences de cette pandémie et quand on est soignant et qu'on doit s'occuper de personnes, on a eu aussi des cas de contamination nosocomiale, donc qui ont été apportés par des personnes non vaccinées, parce que ça a été récemment. On a dû fermer une unité aussi récemment parce que suite à un soignant non vacciné qui en plus est venu travailler en ayant des symptômes, donc il a contaminé plusieurs patients, donc on a dû fermer l'unité. Bref, et donc c'est interpellant. C'est vraiment interpellant de se dire comment se fait-il avec toute l'information que l'on peut apporter, qu'il y ait des questions au départ, honnêtement, je comprends, qu'on puisse hésiter, c'est normal et je trouve ça plutôt sain de se poser des questions. Mais maintenant, on a quand même un certain recul et surtout, quand on est soignant, quand on doit s'occuper de personnes vulnérables, je trouve en effet qu'on a une responsabilité. Et quand on va vers ces personnes qui ne veulent pas se faire vacciner, souvent, c'est plus du rationnel. En tout cas, pour ces personnes-là, c'est des peurs. Enfin, je ne suis pas psychologue, mais on touche vraiment à l'irrationnel. On a beau dire, oui, mais non, ce que tu as entendu là, ça n'est pas correct, ça n'est pas prouvé, ça n'est pas démontré, c'est des rumeurs. Et certains restent braqués. Voilà. Et c'est vrai que c'est incompréhensible. Et je pense que oui, quand on soigne, on a une responsabilité. Si on fait ce choix-là de soigner, il faut aller jusqu'au bout et soigner les gens en leur apportant toute la sécurité qu'on peut leur apporter. Et donc je crois qu'il faut vraiment se poser la question et en tout cas en débattre. Mais je pense que le débat doit se faire aussi sereinement parce que je trouve que quand on se décide de façon précipitée et qu'on se braque, c'est jamais bon. Je crois que le débat doit se faire sereinement, mais il doit pouvoir se faire, oui. Et est-ce qu'il se fait ce débat, Jean-Michel Dognier, sur l'obligation vaccinale du personnel soignant? Il a lieu? Non. D'un point de vue politique, puisqu'à part le politique qui peut l'imposer, il n'a pas lieu actuellement sur le fond. Ça va être les congés parlementaires, comme vous le savez. Et donc, il y a des initiatives qui vont être mises en place, certainement, à savoir d'informer là où on a des taux de vaccination. Il y a eu la publication d'Ancienne Sano, ce qui est assez perturbant, c'est de constater que parmi les moins vaccinés, on a les gériatres, par exemple. On a les kinés, qui sont en contact quand même assez fréquemment avec, bien évidemment, les personnes les plus à risque, donc les personnes âgées, les personnes en mobilité éventuellement réduite. Je pense qu'il est, à titre personnel, j'ai eu le Covid, j'ai été vacciné, je serais quand même intéressé de savoir si mon dentiste est vacciné. Si le kiné qui va s'occuper de moi est vacciné, puisque vous réduisez la transmission, c'est clairement démontré. C'est des informations qu'on n'avait pas en janvier et février. Aujourd'hui, on a ces informations. Des modélisations montrent qu'on réduit de 12 fois le risque de transmission par des instituts sérieux. Des données épidémiologiques montrent qu'on réduit d'au moins 50-60% les infections dans votre cercle familial si vous travaillez en milieu hospitalier, et ça a été démontré dans différents pays. Et donc on sait qu'on réduit le risque de transmission. Et donc certains pays ont passé le cap. L'Italie a informé qu'à partir de la rentrée, elle laissait un certain temps, 2 ou 3 mois, à ses soignants pour se mettre en ordre de vaccination, ou sinon ils devraient trouver une alternative à leur emploi ou au site de travail. D'autres pays ont passé effectivement cette décision. Donc je pense que, comme le docteur Belkir le mentionne, il faudra que ça vienne sur la table. On ne peut pas rester de façon perpétuelle avec des données qui s'accumulent. Et c'est vrai que les soignants ont été vaccinés très tôt, au mois de février-mars. On avait peu d'informations sur la transmission, on avait peu d'informations sur la sécurité et l'efficacité à long terme. Maintenant, on a ces informations. Ça devient effectivement très difficile de justifier quand on va être en contact avec des personnes, quand on sait que vous pouvez être le vecteur dans une maison de repos
d'accord, de recontaminer toute une série de personnes. Vous allez me dire pourquoi, si là on a 90-95% de personnes qui sont vaccinées, pour 2 raisons. Parce que les vaccins ne sont pas efficaces à 100%. Et deuxièmement, l'efficacité du vaccin, suivant certains variants, peuvent être légèrement diminuées, notamment chez les personnes âgées. Et donc c'est bien évidemment là qu'il faut que les soignants soient avant tout également vaccinés comme pour ne pas être vecteurs. Et donc moi je serais vraiment favorable à un système comme l'Italie, c'est laisser pendant une période de 2-3 mois la possibilité, avec les données qui sont accumulées, de se vacciner. Ceux qui ne le veulent pas, ils ne travaillent pas dans la santé publique, ils ne travaillent pas près des personnes chez qui ils peuvent contaminer, parce que sinon on n'en sortira pas de ce point de vue-là. Donc ce n'est pas une position ayatollah, c'est une position qui doit certainement être discutée dans le temps, mais qui sera certainement importante. On a eu des clusters dans des maisons de repos, on ne sait pas vraiment d'où vient la source, mais quand on voit que 50% dans certaines maisons de repos, ça a été dit, de personnes qui participent aux soins ne sont pas vaccinées, et qu'on a 95% de personnes, de résidents qui sont vaccinés, vous qui avez éventuellement des parents, des grands-parents, et vous souhaiteriez qu'ils soient bien pris en charge, ils ont été abandonnés, ça a été dit pendant 1 an, voilà, maintenant il ne faut pas revenir à un système dont le vecteur sera ceux qui sortent des maisons de repos et qui y rentrent. Alors pour répondre complètement à votre question, on a parlé des personnes précarisées, on a parlé du personnel soignant. Vous avez interpellé aussi sur les anti-vax. Comment démonter les arguments ? Là, c'est peut-être certainement un peu différent, parce que ce qui a été dit par le docteur Henrion dans son enquête, c'est que les vrais anti-vax, pour un qui fait du bruit, ils occupent beaucoup les réseaux sociaux, mais ça représente peut-être effectivement 5-6%. Je n'ai pas une enquête exacte. Et donc, on peut amener un éléphant à la rivière, mais on ne peut pas l'obliger à boire. À un moment ou l'autre, à partir du moment où la vaccination n'est pas obligatoire, à juste titre certainement, il faut respecter qu'elle ne soit pas obligatoire. Donc, il faut respecter que des personnes ne soient pas d'accord de se faire vacciner. Je pense qu'on pourra l'estimer entre 5 et 10% en finale. Et donc, si vous regardez la Flandre, c'est quand même la région qui vaccine certainement le plus au monde. Dans toutes les tranches de la population, elle va monter à 90-95% de la vaccination. Elle est déjà à 90-95%. Et donc, c'est assez culturel, ça dépend aussi des régions. Donc, c'est assez difficile d'aller chercher des antivax autres qu'avec un certain temps, un certain recul. Je pense que les systèmes un peu alambiqués de dire votre passeport vaccinal pour aller au restaurant ou au cinéma, je n'y crois pas beaucoup. Pour voyager, c'est une chose tout à fait différente, mais il faudrait essayer aussi de maintenir une information qui soit objective, tant sur l'efficacité que sur la sécurité, mais il y a peu de systèmes de santé qui amènent 90-95% de la vaccination, à l'exception de la vaccination obligatoire, puisque maintenant elle est obligatoire uniquement pour un vaccin, mais qui est combiné. Mais donc voilà, ça il faudra certainement l'accepter. Et je vais juste, pour vous montrer qu'on n'est pas toujours d'accord entre nous ici, être en désaccord avec le docteur Henrion, sur le fait de dire, et d'ailleurs ça le concerne, sur le fait de dire que c'est grâce à la population qu'on a un taux de vaccination aussi élevé. C'est grâce à la population, mais aussi des centres de vaccination qui ont travaillé comme des arrache-pieds, où la plupart des personnes qui y allaient, quel que soit le centre de vaccination, étaient bien reçues, étaient reçues de façon qualitative, et c'est pas pour rien que la Belgique est la première au niveau européen pour vacciner, derrière l'Islande qui ne fait pas partie de l'Europe en tant que telle. Et donc, je pense que le système a fonctionné aussi avec le temps, parce qu'il a bien été organisé, et je le dis aussi pour lui, parce qu'il organise un centre de vaccination, parce que les gens se sont démenés, tant les volontaires. Il y avait des médecins, il y avait des pharmaciens, ils ont été bien reçus, ils vont fermer leurs portes en partie fin du mois d'août, et je suis le premier à motiver effectivement que la médecine générale, bien évidemment, prenne le relais, mais déjà, elle l'avait déjà fait, mais le système a fonctionné. On n'est pas champion d'Europe, on n'est pas champion du monde en foot, mais on est champion en termes de vaccination, et ce n'est pas uniquement grâce aux personnes, c'est aussi grâce à ce qui a été mis en place. Je crois qu'il n'y a rien à faire quand on est dans un milieu hospitalier. On est face à des personnes qui sont plus vulnérables, encore plus en oncologie. Et donc là, clairement, pour l'instant, je ne vois pas toutes les gestes barrières se lever comme ça du jour au lendemain, d'autant plus qu'on a encore des contaminations intra-hospitalières. Donc je pense que ce qui est mis en place au Montélégia, pour moi, a tout son sens malgré tout. De nouveau, le vaccin ne réduit pas à 100%. On n'a pas d'efficacité à 100%. On sait aussi que les personnes vaccinées immunodéprimées ne répondent pas. Pour revenir un peu sur l'impact de la vaccination, la 3e vague qu'on a vécue, moi en tant que médecin
dans une unité Covid depuis mars 2020 maintenant, clairement, ça n'était pas du tout la même épidémie. On n'a pas eu de personnes âgées provenant de maisons de repos qui a été doublement vaccinées. On a vraiment eu une vague qui était tout à fait différente. Par contre, en effet, on a eu des personnes immunodéprimées, doublement vaccinées et quand même hospitalisées. Donc je crois que si on veut limiter au maximum le risque, on gardera encore les gestes barrières en milieu hospitalier. Et ça, je crois que je ne peux pas répondre comme ça, c'est très individuel. Je pense que chaque hôpital essaye de veiller à la sécurité maximale de ses patients, et je ne me permettrai pas d'aller donner un avis sans savoir ce que l'hygiéniste de l'hôpital préconisera là-bas. Sinon, c'est un petit peu, je crois qu'il faut respecter chaque institution. Il y a parfois, dans des situations particulières, on peut en effet, avec l'accord ou de l'hygiéniste ou de l'infectiologue, trouver, je ne vais pas dire des arrangements, mais accepter certaines exceptions, mais alors c'est vraiment au cas par cas, et ça, le mieux, c'est de discuter avec l'hygiéniste ou l'infectiologue de l'hôpital en question. Moi, je vais laisser Jean-Michel répondre. Au niveau, il connaît plus les programmes européens et autres, mais clairement, ce point est très important. On l'a toutes et tous, je pense, dit, mais c'est une pandémie, et donc je crois que le début de cette pandémie a été marqué par beaucoup de solidarité, je trouve, en tout cas, vraiment, la première vague, c'était très, très marqué vis-à-vis des soignants, entre les gens, etc. Ça s'est peut-être un peu perdu au fur et à mesure du temps, parce qu'il y a eu la lassitude, il y a eu le ras-le-bol, il y a eu le fait que de plus en plus de personnes ont été aussi impactées, mais pour moi, ça reste l'enjeu majeur de cette pandémie. On ne pourra s'en sortir que tous ensemble, et clairement, on le voit avec l'émergence des variants. Ils ont des noms grecs maintenant, mais ils proviennent à chaque fois pour l'instant de pays différents. Ça montre que si ça dérape quelque part, ça finira en tout cas par arriver à un moment donné chez nous. Et ce qui se passe en Afrique est clairement dramatique. Et donc par rapport à COVAX, je vais laisser Jean-Michel répondre. Oui, donc peut-être une précision qui est importante. Et ça, c'est un argument des anti-vax, c'est que les vaccins amènent les variants. En fait, c'est l'absence de vaccination qui amène les variants, puisque les variants se développent par mutation, donc par changement, et les changements apparaissent après chaque reproduction virale, en fait. Et donc, plus vous avez des pays qui sont moins vaccinés, plus par définition, vous allez avoir une reproduction virale, et donc des chances de développer des variants. Et donc c'est important, ce n'est pas les vaccins qui amènent les variants, c'est les variants qui se développent, et malheureusement ou heureusement, on est dans des populations qui voyagent énormément. Et donc ça veut dire qu'un variant qui va se développer en Afrique du Sud, un variant qui va se développer en Inde, au Brésil, comme ça a été le cas, en quelques semaines, il fait le tour du monde. D'autant plus qu'ils sont détectés avec un certain retard. Donc ça, je crois que c'est important. Donc ça veut dire que votre question est majeure, c'est que la seule possibilité de réduire certainement l'apparition de variants, c'est d'augmenter la vaccination dans les pays chez qui on a relativement peu de vaccins. Alors il n'y a pas que le système COVAX, il y a des pays qui fonctionnent directement pour fournir, et donc il y a une géopolitique un peu particulière des vaccins. La Chine, par exemple, fournit quelques pays d'Afrique du Nord sans passer par COVAX pour aussi alimenter une partie de l'Afrique pour distribuer des vaccins, avec certainement à l'avenir des retours sur investissement. Et le système de l'OMS est un système qui reçoit des vaccins, en fait, directement de l'industrie, mais aussi de pays qui en ont un excès. À titre d'information, en Belgique, on a décidé cette semaine de fournir les vaccins, une partie de ces vaccins en excès via le système COVAX. Et on peut choisir les pays via le système COVAX où ils seront distribués. Et donc il y a deux façons de le faire. Soit de la façon qui est la plus intelligente, qui est de voir là où l'épidémie est la plus importante et où on peut sauver le plus de monde. Soit aussi, malheureusement, quelque part, la géopolitique, la géostratégie avec qui on a des accords. La problématique reste, et reste toujours tant que maintenant, le nombre de doses de vaccins qu'on a, y compris dans les pays européens, donc tout simplement en Belgique. Ce n'est pas parce qu'on est les premiers qu'on a vacciné tout le monde. Et donc là, tous les vaccins de certains types sont utilisés, tous, et on en a en excès qui commence à arriver, qu'on renvoie via COVAX. L'OMS avait proposé ou espéré que pour fin de l'année 2021, on ait vacciné 20% de la population mondiale globalement, mais donc ça veut dire qu'on ait aussi vacciné dans toute une série de pays au moins 20%. C'est tout à fait insuffisant. Si on prend l'Inde maintenant, si on prend l'Afrique, c'est tout à fait insuffisant. Et donc, indépendamment des doses de vaccins, je ne pense pas qu'il faudra
avant au moins 2000, et sachant qu'on commande aussi des vaccins pour une 3e et une 4e dose, qu'on verra une vaccination en masse d'un certain nombre de pays avant 2022-2023. Donc la question est tout à fait bien posée, elle n'est pas du tout abyssale. Mais alors, je vais rebondir juste sur une chose, c'est qu'il faut aussi, et ça c'est aussi un commentaire de l'industrie par rapport à l'industrie pharmaceutique, ce n'est pas les brevets qui sont problématiques dans l'industrie pharmaceutique. Si demain je vous explique comment produire le vaccin Pfizer, il vous faudra au moins 1 an pour sortir la première dose du vaccin Pfizer. Et donc il est plus intéressant de travailler avec l'industrie pharmaceutique et les aider à produire des vaccins dans des usines qui seront reconnues par les FDA, l'EMEA, etc., pour avoir beaucoup plus de vaccins plus vite, que de penser qu'en levant des brevets, les vaccins vont tomber du ciel. Parce que la problématique des vaccins, c'est la qualité, c'est la façon dont ils sont produits, et la matière première. Et on manque de matière première, comme on manquait de matière première pour faire le test PCR. Et donc, on n'a jamais été confronté à ce système-là, y compris de production de vaccins en quantité. Et là, on ne refait pas l'histoire que les pays pauvres et les pays les moins alimentés seront malheureusement les pays qui seront fournis en dernier. Le système COVAX permet d'amortir ça, mais dans le temps. Et no one is safe until everybody is safe. Donc certainement, c'est la raison pour laquelle, pendant des années à venir, on va se retrouver avec une vaccination. Alors il y a une chose qui n'a pas été dite, mais on progresse aussi dans les traitements. Ça, je crois que c'est important. Il faut aussi concevoir que derrière le vaccin, il y a des traitements qui commencent aussi maintenant à se développer et qui commencent à montrer une certaine efficacité, qui va permettre aussi de réduire la mortalité en plus des vaccins. Donc ça, je crois que c'est important. Et là, il y a quelque chose aussi à faire dans les pays en développement, parce que c'est trop tard de vacciner dans des pays où on a maintenant des taux de contamination très importants. Il faut aussi avoir des traitements qui puissent être disponibles rapidement. Alors, ici, l'impact de l'anecdote et de l'engagement personnel du médecin traitant dans cette étude sur l'hésitation vaccinale était particulièrement important chez des personnes qui étaient contre. C'était une petite population dans cette étude, donc c'est une différence. Mais je pense que l'exemple et la communication qui est faite par des pairs en qui on peut se reconnaître, par des groupes culturels, que ce soit par le genre, l'origine ethnique, est très important, et particulièrement important. On a tous des systèmes de croyances qui font qu'on va faire spontanément confiance, parfois certains avec des gens qui sont plus âgés ou plus jeunes ou plus expérimentés ou du même village, etc., etc. Et donc, oui, pouvoir dire par l'exemple, je me vaccine, et ça rejoint une inquiétude tout à fait légitime de savoir si le dentiste, le kiné s'est fait vacciner. Oui, avoir une culture de dire, moi je me suis fait vacciner, et pouvoir l'afficher quand c'est particulièrement important. Pour le contact, je pense que c'est un levier puissant en termes de modification d'une conviction ou d'un exemple à suivre. Moi, c'est vrai que c'est mon dernier argument aussi, en général. Quand il y a des personnes qui n'osent pas se faire vacciner, j'enlève la cartouche médecin et je dis, bon, maintenant, voilà, moi je suis maman, j'ai 3 petites filles, qui sont plus si petites que ça. J'ai a priori pas l'intention ni de les laisser orphelines, ni qu'elles doivent à un moment donné s'occuper d'une maman malade. Mais personnellement, j'ai pas de facteur de risque. Je suis en bonne santé, mais je me suis fait vacciner et maintenant, ça fait plus de 6 mois que je suis vaccinée. Et donc, et parfois, je dis vraiment ça aux patients, je dis, est-ce que vous pensez que je suis à ce point inconsciente que pour moi-même me faire vacciner, si je n'y croyais pas? Donc, c'est pas juste de dire, faites-vous vacciner, mais j'y crois réellement et j'ai confiance en ce vaccin. En tant que maman aussi, en tant que femme, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui hésitent, en particulier par rapport à toutes ces rumeurs, et j'insiste sur le mot rumeur avec la stérilité. Et donc, c'est vrai que parfois, alors, ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Donc, de sortir un peu de l'étiquette et de la casquette médecin, mais simplement de la personne qui assume et alors, parfois, pour faire rire, je dis, quand ce sont des patients chroniques, je dis, est-ce que mes cheveux ont changé? J'ai toujours les mêmes boucles, je n'ai pas devenue blonde, je ne me suis pas transformée. Alors voilà, ça détend un peu l'atmosphère, mais réellement, pour certaines personnes, oui, au final, elles se disent, ah oui, ok, c'est vrai, j'avais pas vu ça sous cet angle-là, voilà.
Allez, vous parlez de vos enfants. Parlons des jeunes à présent. Les jeunes âgés de 12 à 15 ans peuvent se présenter à Namur aujourd'hui au centre de vaccination Namur Expo. La vaccination pédiatrique est donc lancée. Quels sont les critères pour cette population? Comment ça se passe? Alors, trois niveaux de réponse. Pour faire le lien avec COVAX, on nous a demandé à Namur Expo et dans tous les centres de vaccination de bien expliquer les avantages et les inconvénients de la vaccination pour la population pédiatrique, soit dit en passant, sans nous fournir l'argumentaire. Et je me suis donc attelé à la tâche et c'est mon argumentaire qui se retrouve dans tous les centres wallons. Et il est noté noir sur blanc que contre la vaccination pédiatrique, c'est effectivement de laisser cette dose pour le reste du monde. Quelque part, ça a du sens aussi. Mais il y a d'autres arguments tout à fait positifs et j'ai vacciné mes ados cet après-midi. Premier niveau de réponse. Deuxième niveau de réponse, pour avoir accès à la vaccination, les gens n'auront pas d'invitation. En tout cas, donc les 12-16 ans n'auront pas d'invitation. On a donc inventé un système très complexe en Wallonie. Les gens vont devoir aller sur Ma Health Viewer. Ça vous dit quelque chose? Allez choper le code d'invitation qui se trouve là pour votre enfant, allez sur le site masanté.be et prendre un rendez-vous. Autant dire que c'est quand même compliqué et la fracture numérique est passée méchamment par là. Deuxième possibilité, tous les centres de vaccination maintenant proposent des vaccinations sans rendez-vous et accepteront donc à partir de lundi tous les enfants entre 12 et 16 ans avec une autorisation parentale qui sera fournie sur place. Et sans rendez-vous, voilà. Et voilà. Et pour les moins de 12 ans, alors je peux laisser le professeur Donnier répondre, mais je pense que le vaccin Pfizer n'a pas l'autorisation de mise sur le marché. Et je pense que les données restent très limitées, en sachant aussi que c'est surtout à partir de la puberté que les enfants deviennent vecteurs de la maladie. Donc souvent, on l'a dit, par exemple en crèche, c'est quelque chose qui revient souvent, les enfants sont le réceptacle de la maladie, mais sont probablement peu le vecteur du Covid. Donc, pour le vaccin, un vaccin en particulier. Aujourd'hui, seul le vaccin Pfizer a l'autorisation de mise sur le marché pour les 12-15 ans, qu'il a eu fin du mois de juin. Il était déjà autorisé à partir de 16 ans dès le mois de décembre. En fait, c'est la raison pour laquelle, dès le mois de février, on avait déjà vacciné un certain nombre d'adolescents de 16-17 ans, notamment des stagiaires. Et donc, les 12-15 ans, seul le vaccin Pfizer a l'autorisation. Le vaccin Moderna est autorisé à partir de 18 ans et certainement dans le courant de ce mois-ci, il sera autorisé aussi à partir de 12 ans. Donc dans les centres de vaccination, on pourra certainement administrer de vaccin Moderna chez les 12-15 ans également. Il y a juste qu'on en obtient des quantités beaucoup plus faibles que le vaccin Pfizer. Alors en ce qui concerne les moins de 12 ans, tant la firme Moderna que la firme Pfizer fait des études sur deux groupes. Les groupes de 5-11 ans et puis les groupes de 6 mois jusqu'à 4 ans. Ces données ne sont pas encore disponibles. Elles vont certainement être disponibles fin du 3e trimestre, éventuellement le mois d'octobre, novembre. Et suivant les données, comme ça a été le cas avec les 12-15 ans, une autorisation, ce qu'on appelle une extension d'indication, pourra être éventuellement proposée. Alors ça ne veut pas dire que les autorités nationales décideront automatiquement de recommander la vaccination dans ces groupes d'âge. Si on prend les 12-15 ans, le Conseil supérieur de la santé a publié aujourd'hui les recommandations chez les 12-15 ans. Et on peut y lire clairement qu'il n'y a pas une recommandation systématique de la vaccination des 12-15 ans, et c'est sur base effectivement volontaire, avec une information qui est relativement éclairée, qui doit être mentionnée, avec de préférence le médecin généraliste en particulier. Et donc, on ne sait pas ce qui viendra forcément si on autorise les 5-11 ans, puisque plus on descend dans l'âge, et ça a été dit, moins le risque individuel d'avoir une maladie d'une forme grave est élevé, et le risque de transmission, ça on ne le sait pas exactement de façon détaillée, mais on sait que le nombre de contacts sociaux augmente quand l'âge diminue, c'est ce qui se passe avec les 12-15 ans. Alors à titre d'information, chez les moins de 24 ans, en Belgique, on a eu 10 morts du Covid. Chez les
On a les chiffres des hospitalisations, tout ça est publié, disponible aujourd'hui sur le site du Conseil supérieur de la santé. Et donc le risque individuel est présent, mais nettement plus faible. Et donc les critères qui justifient justement de se faire vacciner pour les 12-15 ans sont certainement individuels et sur base d'une discussion avec le médecin généraliste, avec les parents. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas de volonté de faire une vaccination systématique des 12-15 ans. Par ailleurs, d'un point de vue éthique, et ça rejoint la question qui a été mentionnée avec COVAX, est-ce qu'il est éthiquement acceptable de donner une priorité à vacciner des moins de 16 ans alors qu'on n'a pas encore vacciné toutes les personnes à risque, même en Belgique, mais surtout au niveau mondial, sachant qu'on va sauver beaucoup plus de vies avec des vaccins en Tunisie, par exemple, chez une personne de plus de 65 ans que chez un enfant de 12 ans en Belgique. À titre personnel, je préférerais envoyer mes vaccins là-bas. Et donc là, il y a aussi cet aspect éthique qui est beaucoup plus difficile forcément à débattre au niveau national, mais c'est important, et ce sera d'autant plus en dessous, bien évidemment, de 12 ans. Voilà, on va tout doucement conclure. Je propose de repasser le micro à chacun d'entre vous pour le mot de la fin. Il y avait une seule chose à retenir aujourd'hui sur cette hésitation vaccinale. Ce serait quoi le message à faire passer ? Comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on ne pourra s'en sortir que tous ensemble. Et la vaccination, ça a toujours été et ça sera toujours un geste solidaire et citoyen. Et donc voilà, pour moi, ça c'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Idem, donner une priorité à la vaccination des personnes qui sont les plus à risque, donc par groupe d'âge, et renforcer le message. Et je pense qu'avec le temps, on le voit déjà, l'efficacité des vaccins montre réellement toutes ces données et la transmission également. Donc on a de plus en plus d'arguments pour essayer de convaincre les personnes qui ne souhaitent pas être vaccinées. Et je pense qu'il faut éviter les messages négatifs, ou en tout cas les espèces de menaces que les enfants ne pourront pas aller à l'école s'ils sont vaccinés, on ne pourra plus aller dans des cinémas. Ça, je crois que ce n'est pas bon du tout, parce que c'est assez antinomique avec le principe de solidarité, en fait. Martin Desailly, l'importance de la communication, continuer à s'informer, à se tourner vers les personnes relais, ressources, c'est important. Vous m'ôtez les mots de la bouche, j'allais dire vraiment réfléchir, communiquer, échanger pour pouvoir faire que toute décision soit prise vraiment avec une information maximale, dans un respect, dans l'écoute des oppositions, des craintes qui peuvent être présentes en chacun de nous. Voilà, docteur Henrion, c'est à vous. Mais donc, comme je vous ai exposé, donc, le médecin généraliste était une des personnes les plus importantes pour transmettre de l'information de qualité. Le deuxième vecteur, c'était l'entourage. Et donc, je pense que vous êtes tous, si vous êtes des pros de la vaccination convaincus, vous êtes tous l'entourage de quelqu'un qui n'est probablement pas vacciné. Donc, c'est aussi votre rôle de les motiver. Voilà, merci. On peut vous applaudir et on peut les applaudir.